Nous sommes Homo sapiens, et notre espèce est apparue au terme d'un long processus d'évolution enclenché il y a des millions d'années. Mais que savons-nous aujourd'hui de ce processus? L'homme descend du singe, soit, mais comment et pourquoi un singe devient-il un homme? Les scientifiques pensaient tenir une piste solide. Les premiers hommes étaient issus des grands singes qui s'étaient redressés pour survivre dans la savane. L'adaptation au milieu était donc le moteur de l'évolution. Mais aujourd'hui, de nombreux fossiles viennent remettre cette théorie en question et des chercheurs de différentes disciplines s'orientent vers une nouvelle hypothèse. Et si le moteur de l'évolution n'était pas à l'extérieur, mais au cœur de nos cellules? Une nouvelle théorie voit le jour. Elle nous parle d'une logique interne, d'une mémoire qui continue d'agir en nous. Or, nos mâchoires nous confirment que ce processus n'est pas achevé. Homo sapiens évolue encore. Mais alors, vers quoi évoluons-nous? Qui sera cet homme du futur qui nous succédera? Au cours des 20 dernières années, le nombre de fossiles découverts a triplé et leurs révélations font voler les certitudes en éclats. La paléoanthropologie est en crise et chaque réunion de spécialistes dégénère en affrontement. La théorie qui affirme que les grands singes se sont redressés pour s'adapter à la savane se heurte de plus en plus à des faits contradictoires. Ce n'est pas vrai du tout. Toutes ces tendances montrent clairement peut-être un milieu arboré au départ, mais arboré, pas seulement arboré, peut-être en mosaïque. La multiplication des découvertes brouille les cartes, gomme les frontières et oblige à reconsidérer les questions fondamentales. D'où venons-nous? Où allons-nous? Qui sommes-nous? Quelle est la définition pour vous du taxon hominidé? J'entends par hominidé l'ensemble du rameau humain, parce qu'on peut discuter. On a des collègues qui, dans hominidés, mettent aussi les chimpanzés et les gorilles. Les grottes de Sterkfontein sont un des sites préhistoriques les plus prolifiques de la planète. En 1997, Ron Clark a découvert à 40 mètres au fond de cette grotte un des fossiles qui est venu bouleverser les théories établies. Le squelette intact d'un de nos lointains ancêtres que le temps a transformé en pierre. Il s'agit d'un individu, d'un australopithèque datant d'environ 3,3 millions d'années, qui vivait dans un milieu forestier. Pour une raison ou pour une autre, il s'est trop approché d'une des crevasses qui communiquent avec les profondeurs de cette grotte. Il est tombé et s'est retrouvé piégé à l'intérieur. Il a peut-être survécu ici assez longtemps avant de mourir de faim. Littlefoot est le premier fossile complet d'Australopithèque jamais découvert. Plus du tout grand singe, mais pas encore humain, la structure de son squelette permet d'affirmer qu'il était déjà redressé. Mais c'est la forme de son pied qui est venue mettre le feu aux poudres, car ce pied était bien plus adapté à une vie dans les arbres qu'à une vie dans la savane. Ce pied nous apprend que son gros orteil était plutôt comme un pouce. Il pouvait s'écarter légèrement des orteils. Il pouvait faire ceci, ce qui était très utile pour aider l'individu à grimper dans les arbres. Considéré comme un des pionniers de la paléontologie moderne, Philippe Tobias a lui-même dirigé les fouilles de Sterkfontein pendant plus d'un quart de siècle. Pour lui, le pied de Littlefoot est loin d'être la seule preuve que les australopithèques vivaient essentiellement dans les forêts. Lorsqu'on prend en compte tous les fossiles d'animaux, de plantes et d'hominidés découverts en Afrique du Sud et en Afrique de l'Est,
Il nous montre un ensemble d'êtres vivants, de plantes et d'animaux qui ne présentent aucun signe d'adaptation à la savane. Which were not savanna adjusted or savanna adapted. Instead, bien au contraire, nous y voyons un ensemble de créatures végétales et animales parfaitement adaptées à la vie dans la forêt. Nos ancêtres s'étaient donc déjà redressés alors qu'ils vivaient encore dans les forêts. Personne n'avait osé imaginer cela possible, car ce point crucial renverse à lui seul l'hypothèse qui depuis près de 30 ans dominait la réflexion sur l'hominisation. Depuis 30 ans, la vallée du Rift à l'est de l'Afrique est considérée comme le berceau de l'humanité, car c'est là qu'a été trouvé le plus grand nombre de fossiles d'Australopithèques. En 1974, Donald Johanson et Yves Coppens y découvrent Lucie. Elle est à l'époque notre plus vieille ancêtre redressée. L'East Side Story, ou hypothèse de la savane, devient dès lors la théorie dominante. Elle affirme que l'apparition de la faille du Grand Rift africain a séparé les grands singes en deux groupes. L'un est resté à l'ouest, dans les forêts, mais à l'est, l'autre groupe a dû s'adapter à un nouvel environnement, la savane. Pour survivre et repérer leurs prédateurs, ces singes ont dû se redresser au-dessus des hautes herbes, donnant ainsi naissance aux premiers australopithèques. Cette hypothèse séduisante faisait de l'adaptation au milieu la cause principale de l'évolution. Mais les découvertes récentes la remettent complètement en question. L'hypothèse de la savane, avec laquelle j'ai grandi, est morte. L'hypothèse de la savane est dépassée. Vous pouvez ouvrir la fenêtre et jeter l'hypothèse de la savane. Elle n'est plus défendable. Donc si ce n'est pas cela, la raison du redressement de l'homme, si on ne peut l'expliquer ainsi, où en sommes-nous? Nous sommes revenus à la case départ. En 1983, la paléontologue Anne d'Ambricourt en est justement à la case départ. Comme beaucoup de ses collègues, elle a choisi un sujet de thèse qui s'attache à l'étude de l'évolution des mâchoires de nos ancêtres fossilisés. Cette étude l'amène à effectuer un geste récurrent, en apparence anodin, mais qui va pour elle déboucher sur une découverte fulgurante. Elle retourne les crânes. Donc quand on positionne la mandibule dans son contexte crânien, comme ceci, on retourne le crâne et on essaye de comparer, cette fois non plus la mandibule, mais la base du jeune chimpanzé, du jeune néandertalien, des jeunes sapiens fossiles. Par ce geste de retournement, elle vient de comprendre que ce qui change du singe à l'homme, ce n'est pas une simple modification des proportions. Ces crânes doivent être envisagés comme des ensembles dynamiques qui, d'une espèce à l'autre, trouvent un nouvel équilibre. Et la clé de cet équilibre est en dessous. Ce qui était vraiment tout à fait novateur, c'était de comprendre que si la forme de la mandibule a changé, la forme de la face supérieure a changé, eh bien c'est d'abord suite à un changement de position des os de la base.